watamia da pelo akpena onyama uye nusi wona watamia da pelo chima I'm a king of fiata I'm a king of fiata chima micho Le regard, suivez le regard sur l'actualité, le développement et la culture tous les mardis et jeudis à partir de 14h30 sur Métropolis, la 97.1 FM. Une émission qui vous est présentée par Noélie Assogbavi. Le regard, suivez le regard sur l'actualité, le développement et la culture sur Métropolis, la 97.1 FM. Une émission qui vous est présentée par Noélie Assogbavi. Mama music na madongo nuso na wojila nyama wiyelo fisi macho mado mayina nyama wiyelo we potanya chonya davi makava sada hebe tamado dosi na woda nunya ava emme anyama hanu nyama chijiyo makojijo nyama bijiyo nusi nyama hiya nyehowa awenamlo nyama hanu nyama chijiyo makojijo nyama bijiyo nusi nyama chi yehowa awenamlo nyama umanda kwalo apena Le regard, suivez le regard sur l'actualité, le développement et la culture tous les mardis et jeudis à partir de 14h30 sur Métropolis, la 97.1 FM. Une émission qui vous est présentée par Noélie Assogbavi. Bienvenue dans cette édition spéciale consacrée à la rentrée scolaire, un moment de reprise, d'espoir et de nouveaux défis. À l'heure où les téléphones portables, les réseaux sociaux et les outils numériques sont omniprésents dans la vie des élèves, une question cruciale se pose. Comment garantir une rentrée scolaire cybersécurisée pour tous ? Avec nos invités, Monsieur Malik Géraldo, directeur de la formation et du renforcement des capacités à ANSSI, l'Agence nationale de la cybersécurité au Togo, et de Léon Dunwoug, chargé de la communication et des relations publiques, également à l'Agence nationale de la cybersécurité. Nous allons explorer ensemble les enjeux du cyberharcèlement, les risques liés aux arnaques numériques, les responsabilités partagées entre parents, enseignants et institutions, sans oublier les opportunités et les défis que représente l'intelligence artificielle pour le monde scolaire. Bonjour à vous, chers invités, et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonjour à tous les téléspectateurs. Merci beaucoup pour nous avoir invités. C'est un plaisir partagé. Entrons directement dans le vif du sujet avec une problématique qui inquiète de plus en plus les familles et les écoles. Le cyberharcèlement, un des enjeux majeurs qui inquiète bon nombre de personnes. Alors, Monsieur Léon, selon l'ANSSI, comment définir concrètement le cyberharcèlement en milieu scolaire ? Merci beaucoup, merci pour la question. Je dirais d'entrée que la définition du cyberharcèlement que l'ANSSI, donc à travers ma voix, à travers la voix de M. Géraldo, que nous allons donner est plutôt universelle.
Donc cette définition est plutôt universelle. Et ça s'entend comme étant l'utilisation de l'Internet, l'utilisation des réseaux sociaux, l'utilisation des systèmes d'information, du téléphone par exemple, pour humilier, pour insulter ou pour exclure un enfant, étant donné que nous sommes dans le milieu scolaire. Et contrairement au harcèlement classique que nous observons souvent, le cyberharcèlement, lui, il peut être anonyme. Et très souvent, c'est ce qu'il est. Il est anonyme, il est continu, puisqu'il persiste jour et nuit. Et cela peut toucher un large public. Et surtout, quand on parle des enfants, c'est une audience assez grande qui se retrouve sur Internet et en quelques clics qui peut être des sujets justement du cyberharcèlement. Comme exemple, ce que je peux dire, c'est que vous voyez par exemple un élève qui est ridiculisé tout le temps par ses camarades, supposons que ce soit dans un groupe WhatsApp de l'établissement ou de la classe, et que cet élève-là est souvent ridiculisé par ses camarades, soit par des insultes, soit par des petites moqueries et tout. Ça, c'est du cyberharcèlement. Donc ça se passe en classe et nulle part ailleurs. Ça peut être par exemple des photos d'une personne, d'un élève plutôt, peut-être qui a chuté sur les marches ou peut-être qui a été taché d'une manière ou d'une autre par rapport à sa tenue. Et ces photos-là vont circuler comme ça pour juste lui apporter un peu de honte et cet élève-là sera ridiculisé. Ça, c'est du cyberharcèlement. Et donc, ce n'est pas seulement de manière classique, mais ça se passe également à l'école et nous en observons de plus en plus dans nos établissements scolaires. Voilà. Alors, ce qui m'amène à vous demander quel est l'état des lieux du cyberharcèlement, de la cybersécurité et de la cybercriminalité en milieu scolaire. Oui, selon les chiffres communiqués par l'ARCEP en 2024, l'ARCEP c'est l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, environ 60% de jeunes au Togo ont accès à Internet dès le collège. Et l'UNICEF également a renchéri sur la question du cyberharcèlement pour publier une étude en septembre 2023 dans laquelle plutôt elle disait que un élève, sinon un enfant sur 3 a été au moins une fois dans sa vie victime d'intimidation, ce qui n'est pas anodin. Ça veut dire qu'au moins 33% de ces jeunes-là dont nous parlons est victime de cyberharcèlement. Alors le phénomène dans notre pays, il est sans cesse grandissant parce que nous avons beaucoup plus accès à l'Internet, dans les milieux même les plus reculés aujourd'hui, c'est couvert par Internet. Donc ce qui fait que dans les collèges, dans les milieux scolaires, c'est très répandu. C'est très répandu. Et nous, à Nancy, nous recevons régulièrement des cas comme ça qui sont signalés et nous faisons ce que nous pouvons pour mitiger cela. Et ça peut être de simples moqueries que les élèves subissent, mais ça peut également aller jusqu'à des cas de chantage. Nous n'avons pas encore reçu des cas de chantage, mais nous savons que ça peut aller jusque-là parce que dans d'autres pays, dans d'autres contrées, cela s'est également fait. Donc en termes d'état des lieux, je pourrais encore évoquer que les jeunes restent une cible vulnérable dans notre pays en tout cas. Et nous, en tant que parents, en tant qu'autorités de régulation, les autres, de l'autre côté, nos partenaires enseignants et responsables d'établissement sommes tous conviés à ce que nous fassions de l'école un terrain privilégié pour la cybersécurité. Et là, vous savez, le constat, il est clair, c'est qu'il faut renforcer la sensibilisation, il faut renforcer l'accompagnement que nous offrons aux familles, aux responsables d'établissement, de même qu'aux enseignants, pour l'encadrement des élèves. D'après vos expériences, quels sont les signes qui doivent alerter les parents et enseignants qu'un enfant est victime de harcèlement? Alors, vous savez, protéger nos enfants en ligne, c'est prolonger la cour de la récréation. Ouais. Et prolonger la cour de la récréation en toute sécurité. Tout simplement parce que les enfants, c'est lorsqu'ils s'amusent, ne serait-ce qu'à l'école, mais également sur Internet, qu'ils sont victimes de cyberharcèlement. Et ça peut entraîner un certain nombre de conséquences, dont les plus importantes que je vais énumérer sont les suivantes. D'abord, un changement brutal de comportement auprès de l'élève. Ça va commencer peut-être par l'isolement. Il peut s'isoler. Vous allez constater que cet élève ne communique plus beaucoup, ne s'attache plus beaucoup aux autres personnes ou à ses camarades. Ça peut être également des baisses de résultats. Cet élève-là peut avoir une baisse considérable de résultats scolaires
Donc vous allez constater que votre enfant peut-être qui occupait toujours la place de premier ou de deuxième, subitement est septième, est dixième et parfois même est relégué parmi les derniers rangs. Donc ce qui fait que vous devez vous poser des questions. Et ça, le cyberharcèlement peut entraîner à ça. Ça peut être également une certaine irritabilité que nous allons constater chez les jeunes, chez les enfants, qui seront tout de suite nerveux. Pour peu, ils sont nerveux, ils s'enfuient, ils vous insultent, tout simplement parce qu'ils sont victimes de ce genre de choses également, de personnes surtout inconnues. Et le fait qu'elles soient de personnes inconnues, ça les irrite encore plus. Donc ces signaux doivent être pris au sérieux par les parents d'abord, parce que la cybersécurité commence à la maison. Donc ces signaux doivent être pris au sérieux par les parents et ensuite par les enseignants dans les établissements et enfin par toute la communauté étudiante, en fait toute la communauté scolaire, j'allais dire. Voilà. Je voudrais vous poser la question sur un cas concret. Oui. Un enfant pianiste qui joue au piano, Oui. qui participe à des événements, des concours, et qui n'aime pas se faire filmer. Mais ses camarades le trouvent bien en train de jouer, qui font des captures et qui publient. Est-ce que ça peut être considéré comme du cyberharcèlement? Tout à fait. Tout à fait, ça peut être considéré comme du cyberharcèlement parce que nous avons des personnes, par exemple, qui sont qui n'aiment pas la photographie, par exemple. Ouais. Donc, on en a également qui n'aiment pas, justement, comme vous l'évoquez, qu'on les filme. Mais ça va bien au-delà parce que la personne, non seulement n'a pas donné son consentement, mais également son image est une donnée personnelle. Donc le fait de prendre son image sans son consentement et de le diffuser en public est constitutif déjà d'une infraction. Est-ce qu'elle a des recours? Il y a des recours. Il y a des recours. La loi sur la cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité revient amplement sur ces cas-là et de manière très précise d'ailleurs en évoquant les situations dans lesquelles ça peut être constitutif d'une infraction, mais également les sanctions qui sont prévues lorsque cela advient. Alors, quelles peuvent être, selon vous, les conséquences psychologiques à court et à moyen terme sur les élèves? Alors, vous faites bien. De harcèlement. Merci beaucoup. Vous faites bien de revenir sur les conséquences parce que elles sont souvent très, très lourdes. Mais nous les catégorisons en deux temps. D'abord, les conséquences à court terme et ensuite les conséquences qui peuvent survenir à long terme. À court terme, il s'agit déjà du stress que l'enfant lui-même il va ressentir. Ensuite, il y a l'angoisse. Ouais. Et tout à l'heure, nous avons parlé de l'irritabilité. Tout à l'heure, nous avons parlé de l'isolement. Le fait d'être stressé, d'être angoissé va amener l'enfant à s'isoler, à être nerveux tout le temps, à ne plus s'adonner à la vie active que l'enfant devait normalement avoir avec ses camarades de même génération. Donc cela peut également entraîner ce qui est une perte de confiance en soi. Vous avez donné cet exemple-là de cet élève qui est pianiste, qui joue très bien au piano, mais qui n'aime pas, qui ne veut pas qu'on le filme et qu'on diffuse. Le simple fait de le faire va l'amener à perdre confiance en lui. Parce que c'est pas ce qu'il veut. Ses talents, il n'a pas envie qu'on les expose. Est-ce que il a envie de se faire plaisir à lui-même. C'est une bonne chose de jouer seulement entre quatre murs? C'est un choix. Pas vouloir, Oui, je pense que ce sont des considérations personnelles. Donc nous ne pouvons pas aller dans ce sens-là pour juger une personne, un enfant surtout, qui a des talents, mais qui préfère garder ces talents-là juste dans son cadre, peut-être à la maison, juste dans sa chambre à lui. Ça, c'est vraiment une question personnelle. Et c'est à lui, s'il pense que c'est comme ça qu'il va éclore, c'est comme ça qu'il va s'épanouir, tant mieux. Tant mieux. Maintenant, c'est aux parents peut-être, si le parent trouve que c'est encore mieux pour lui de sortir, de l'amener, de lui faire comprendre l'intérêt qu'il aura à aller peut-être vers des chorales, à aller vers des milieux dans lesquels il peut vraiment s'exprimer d'une manière autre que ce qu'il fait déjà. Alors, quelle aptitude vous pouvez recommander aux parents de cet enfant-là ou à l'enfant harcelé? Qu'est-ce que vous recommandez? Écoute, dialogue ou action immédiate? Bon, je dirais tout ça. Parce que, vous savez, pour un enfant qui est harcelé, le meilleur refuge, le tout premier, c'est d'abord ses parents. Le tout premier, c'est d'abord ses parents. Donc, son refuge premier, ce sont ses parents. Et le parent doit être le plus attentif possible. C'est-à-dire? Le parent doit être le plus attentif possible, c'est-à-dire que le parent doit pouvoir observer les changements qui s'opèrent chez son enfant qui est harcelé.
il connaissait son enfant quand il n'était pas harcelé, donc il doit pouvoir détecter les anomalies qui surviennent à partir du moment où l'enfant est victime de ces harcèlements-là. Il doit pouvoir donc, à partir de ce moment-là, discuter avec l'enfant, instaurer un dialogue permanent, afin de l'écouter, afin de l'amener à se confier à lui. Parce que l'enfant, il a besoin de savoir que quelqu'un, surtout un adulte, l'écoute, entend ce qu'il dit et surtout le comprend. Ensuite, dans le dialogue, le parent peut être amené à sécuriser l'enfant. Ça veut dire que le parent doit pouvoir vérifier ce que l'enfant relate comme fait. Nous parlons d'outils informatiques, nous parlons du numérique. Donc ça veut dire que si ça se fait dans un groupe WhatsApp par exemple, le parent doit pouvoir vérifier ce qui est dit à propos de son enfant dans ce groupe WhatsApp là. Et si nécessaire, le parent doit pouvoir bloquer. D'ailleurs, je ne dis même pas si nécessaire, mais de manière nécessaire, le parent doit bloquer ces personnes-là qui envoient ce genre de message à son enfant, si ce n'est pas encore fait. Et ça, c'est peut-être ce que le parent peut faire à l'endroit de son enfant de manière immédiate. Mais ça ne s'arrête pas là. Il faut un accompagnement de l'enfant, non seulement à la maison, mais à l'école. Donc, le parent doit pouvoir être à même de signaler ce qui se passe dans l'établissement scolaire que fréquente l'enfant. Nous sommes dans le cadre scolaire, bien sûr. Donc, et à partir de ce moment, il y a un relais qui se fait aussi bien à l'école qu'auprès de l'Agence nationale de la cybersécurité, que les parents ou les chefs d'établissement, ou en tout cas les responsables d'établissement, même les élèves peuvent saisir. Vous voyez? Donc, dès qu'ils sont victimes de ces harcèlements-là, ils peuvent nous saisir. Nous avons le CERT.tg, qui est le Centre national de traitement des incidents informatiques, qui est joignable au 70 54 93 25. Nous allons répéter le numéro. Voilà. Donc, 70 54 93 25. Nous appeler. À l'ANSSI, nous allons répondre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même dimanche à minuit, vous appelez, on va répondre. Oui. Vous pouvez exposer le problème que vous avez, le cyberharcèlement dont vous êtes victime, et nous avons les outils nécessaires, appropriés, pour vous faire un accompagnement afin que vous puissiez sortir quelque peu de cette situation-là. Donc voilà de manière, voilà grosso modo les attitudes que je peux recommander à un enfant, enfin à un parent dont l'enfant est harcelé sur Internet. Alors, Monsieur Léo, quels sont les rôles et responsabilités respectifs des parents, des enseignants et de l'école face à la problématique que nous évoquons dans cette émission? Voilà. D'abord, il faut qu'on se rende compte que l'inaction est très grave, parce que c'est elle qui aggrave la situation. Et il faut tellement vite réagir, mais toujours avec bienveillance, que cela appelle à une certaine concertation, à une certaine coproduction de la sécurité de la sécurité de l'enfant dans son milieu scolaire sur Internet. Donc cette coproduction-là appelle justement, comme vous l'avez dit, les parents, les enseignants, les responsables de l'école ou l'école tout entière, mais également l'ANSSI qui est là aussi pour intervenir. Alors, en ce qui concerne nos enfants, vous savez, ils n'ont pas besoin que de cahiers et de stylos. Ils ont aussi besoin de règles claires sur Internet. Et la cybersécurité commence à la maison. Et nous le disons toujours. Donc ça veut dire qu'à la maison, le parent doit pouvoir non seulement dialoguer avec son enfant, comme nous l'avons dit précédemment, mais installer des outils de contrôle parental sur les appareils ou sur les applications qui en disposent. Et cela va permettre de surveiller et d'avoir les signaux tout de suite lorsque ça ne va pas sur Internet, alors que l'enfant y est. Et à la longue, ça évite justement le mal-être que nous avons évoqué depuis le début de cette émission. Alors, pour les enseignants, il s'agit plutôt d'être vigilant. D'être vigilant, les parents font ce qu'ils font à la maison, mais l'enseignant, à partir du moment où l'enfant est à l'école, il doit être vigilant afin de pouvoir détecter très rapidement les cas qui peuvent survenir de cyberharcèlement. Et quand ces cas-là arrivent, il appartient à l'école de savoir orienter l'enfant victime. Donc le parent, les responsables d'école ou les enseignants doivent être en réalité aussi une oreille qui écoute, mais aussi un œil qui est vigilant et qui observe ce qui se passe dans la vie de chaque enfant, de chaque élève qui est dans une classe. Vous venez de dire que la cybersécurité commence d'abord à la maison. À la maison. Alors selon vous, quel est l'outil que le parent doit avoir pour vite déceler que son enfant est cyberharcelé? Voilà, en termes d'outils, j'avais évoqué
tout de suite le contrôle parental. C'est-à-dire voilà, les outils de contrôle parental. Fouiller dans le portable, dans la machine. Voilà, en fait, les règles, elles sont assez simples. D'abord, ne pas laisser l'enfant aller sur tous les sites qu'il veut sur Internet. Ça veut dire que vous devez pouvoir avoir accès à l'appareil que l'enfant utilise, connaître ses mots de passe et pouvoir restreindre les sites sur lesquels il peut aller, réglementer pendant les heures où l'enfant peut rester sur Internet ou regarder la télé. Ça peut être à la télé. Ouais, donc, vous pouvez réglementer ces heures-là. Est-ce que vous savez qu'actuellement, il y a des écoles où les livres et autres, là, c'est sur la machine? Oui, tout à fait. Et nous encourageons cela d'ailleurs parce que nous sommes dans le numérique. Nous pensons qu'il faut dématérialiser toutes ces choses-là de telle sorte que tout le monde puisse être à même de pouvoir les utiliser. C'est une certaine démocratisation. Alors, comment est-ce qu'on peut sécuriser, vérifier l'enfant là qui est tout le temps sur sa machine en train de lire les cours, en train d'avoir des informations sur son éducation et autres, et savoir si l'enfant est réellement en train d'étudier ou s'il est sur un site. Je crois que M. Gerardo va nous répondre. Ouais. Ok, merci beaucoup. Alors, en matière de cybersécurité, généralement, quand on parle de la cybersécurité, en fait, il n'y a pas que la technologie. Il y a l'être humain, ou bien les êtres humains, il y a la technologie, et puis il y a les processus, ou bien les règles, on va dire comme ça. Donc, il faut, avant d'abord de parler des méthodes numériques ou des outils, il faut d'abord que la personne soit sensibilisée. Il faut qu'on discute régulièrement d'abord avec l'enfant. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, pourquoi mettre les règles simples ensemble avec l'enfant. Et le troisième élément, parce que il faut toujours contrôler. Donc, on va mettre par exemple un outil qu'on appelle le Google Family Link, qu'on peut installer sur l'appareil que l'enfant utilise. Donc, cet outil installé sur l'application permet de contrôler même les applications que l'enfant voudrait installer. Ça permet de contrôler les différents sites que l'enfant est en train de visiter. Ça permet également de voir le temps qu'il passe sur les applications. En fait, ça aide le parent à savoir exactement ce que l'enfant fait sur son écran. Merci. Ça, c'est un outil technique que les parents peuvent installer, Google Family Link. Merci. Revenons à vous, Monsieur Léon. Est-ce que l'ANSSI a mis en place ou a soutenu des méthodes de sensibilisation efficaces pour prévenir le cyberharcèlement dès le primaire? Oui. Je pense que ce n'est que ça que nous faisons. C'est un peu notre quotidien, c'est notre cœur de métier, la sensibilisation. M. Geraldo le disait tout à l'heure. Nous sommes partis d'abord du fait que, comme je le disais tantôt, la sensibilisation, elle doit commencer à la base. Et M. Geraldo l'a dit tout à l'heure, l'homme est au centre de tout. Voilà. Quoi qu'on dise, la machine, elle est là, mais c'est l'homme qui la manipule. Donc, il faut que cette sensibilisation-là puisse passer par l'homme. Et au niveau, justement, des enfants, nous avons pensé que, comme le dicte la stratégie nationale de la cybersécurité, en son pilier 1, qui est d'instaurer une culture nationale de cybersécurité, qu'il était important qu'on apporte ce message-là au sein des couches les plus infantiles, disons ça comme ça. Donc, auprès des tout petits d'abord, pour qu'eux, ils puissent grandir avec ça. Et on sait que l'éducation commence toujours à la base. Et si on leur apporte ces messages de sensibilisation que nous diffusons à l'endroit des adultes également, eux, ils vont grandir avec ça et ils seront beaucoup plus à même d'avoir en eux cette culture-là de manière naturelle de cybersécurité. Et nous passons pour ce faire-là via plusieurs outils et canaux. D'abord, récemment, nous avons travaillé avec le ministère des Enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat pour élaborer des manuels scolaires à l'endroit et des enseignants et à l'endroit également des jeunes élèves, afin de leur inculquer les bonnes pratiques, ce qu'on appelle l'hygiène numérique dès leur âge. Et ces manuels-là sont adaptés à chaque classe, donc du CP1, même du préscolaire, jusqu'au lycée, donc en terminale. Disponible,
Je crois que je vais plutôt laisser Malik répondre à cette question. Il est plutôt le chef projet sur ça. Mais je crois que ça sera très rapidement disponible parce que l'idée c'est de faire une phase pilote d'abord. Voilà, avec cette phase pilote là, nous allons voir les correctifs certainement qu'il faudra apporter avant de généraliser cela à tout le pays. Donc aucune partie ne sera épargnée. Mais à part cela, nous avons également les affiches pédagogiques que nous élaborons très très, très souvent et également des fiches pratiques. Voilà, des fiches pratiques. Et ces fiches pratiques-là sont assez importantes pour nous parce qu'elles mettent les enfants en situation. Donc ces fiches pratiques permettent aux enfants de se reconnaître dans des jeux de rôle. Et ces jeux de rôle-là leur permettent de réfléchir et d'anticiper non seulement les cybermenaces qui peuvent les viser, mais également lorsque les cybermenaces surviennent, de savoir comment réagir face à ces cybermenaces-là. Donc voilà de manière globale ce que nous avons mis en place contre ces méfaits-là en ce qui concerne les enfants. Merci. Nous allons à présent nous appesantir sur les arnaques et protection numérique. Et ce sera avec vous, M. Géraldo Malik. Au-delà du harcèlement, la rentrée scolaire est également une période propice aux arnaques et escroqueries numériques. Alors, quelles sont selon vous les arnaques les plus fréquentes à l'occasion de la rentrée scolaire? Monsieur Malik. Tiens, merci beaucoup, madame. Alors, déjà, le top 1, on va le dire, c'est le cyberharcèlement, comme on vient de le dire. On a parlé de long en large sur le cyberharcèlement. Bien, ensuite vient ce qu'on va appeler l'hameçonnage ou bien les arnaques qui sont liées à plusieurs éléments de scolarité. Je vais développer. Alors, vous avez par exemple des arnaques qui sont liées aux faux frais de scolarité, ou par exemple quelqu'un se fait passer par exemple pour une école et vous envoie un message vous disant, parce qu'il sait que votre enfant va dans cette école. Comment il a fait pour savoir que votre enfant va dans cette école? Il suffit qu'il vous observe. Il est peut-être dans le même quartier que vous, ou c'est vous-même qui avez publié des photos sur TikTok avec la tenue scolaire de votre enfant, avec le macaron dessus, école A ou école B. Donc, il sait pertinemment que votre enfant va à l'école A. Et donc, il va se faire passer pour la direction de l'école et vous envoyer un message vous disant, monsieur, veuillez rapidement procéder à la réinscription de votre enfant on vous donne un délai de 12 heures. Au plus, dépasser ces 12 heures-là, il n'y aura plus de place pour votre enfant. Donc, pris de panique rapidement, vous allez faire un petit timonier ou un petit flouze au numéro indiqué. Des fois aussi, c'est des arnaques aux fausses bourses et concours fictifs. On vous dit par exemple qu'il y a une école qui s'appelle X, par exemple, qui est une école supérieure, ou bien on va dire c'est une école, un collège, ou bien un lycée, ou encore une école primaire. On vous dira, eh bien, votre enfant a la possibilité de bénéficier d'une bourse. Et donc, si vous voulez eh bien que votre enfant bénéficie de cette bourse-là, envoyez tel montant rapidement, et votre enfant aura une réduction, ou bien votre enfant aura, par exemple, une bourse. Ou on vous dira aussi qu'il y a un concours qui se prépare parce qu'il n'y a pas assez de place. Le nombre de places est limité pour entrer en 6e. Et donc, si vous voudrez, par exemple, que votre enfant puisse avoir une place, il faut passer par un concours. Et les frais de participation au concours s'élèvent peut-être, par exemple, à 5 000. Veuillez rapidement envoyer ce montant à tel numéro. Et voilà. Donc, et alors, comment un parent ou un enseignant peut-il reconnaître un faux message ou une tentative de fraude? Alors aujourd'hui, les arnaqueurs, comme on les appelle communément, on les appelle aussi les cyberattaquants, nous dans notre jargon un petit peu technique, on les appelle les cyberattaquants ou encore les cybercriminels. D'accord. Alors aujourd'hui ils sont assez outillés. Et quelquefois, c'est difficile de savoir que c'est un message, un faux message. Mais il y a quand même des éléments qui peuvent vous tirer la puce à l'oreille pour vous dire que c'est un faux message. D'abord, c'est des messages qui appellent toujours à l'urgence. Parce que son objectif, c'est que vous puissiez rapidement agir. Soit envoyer l'argent, soit envoyer une information. Donc, dans ce message, vous aurez toujours quelque chose qui emmène à une action urgente. On vous dit, faites-le au plus tard dans les 24 heures. Sinon, donc le deuxième élément, ça peut être une menace ou une intimidation. Si vous ne le faites pas, il y aura un blocage. Si vous ne le faites pas, votre compte sera bloqué, etc., etc. Donc, un deuxième élément, c'est l'intimidation ou la menace. Un autre élément aussi, c'est que ces genres de messages sont des messages qui amènent à des gains faciles.
Donc, quand vous avez un message qui vous emmène à gagner quelque chose de façon, je vais le dire, vous avez peut-être semé 10 000 francs, vous dit rapidement vous aurez 100 000, alors il faut commencer par réfléchir. Donc voilà quelques éléments. Des fois aussi il y a des fautes d'orthographe, plein de fautes d'orthographe également dans ces genres de messages que vous recevez. Alors il ne s'agit pas que des messages, ça peut aussi des appels que vous recevez. D'accord. Donc il faut toujours vérifier la source de l'information avant de procéder à une action concrète. Alors, quel conseil simple l'ANSSI recommande-t-elle aux parents pour sécuriser les téléphones, ordinateurs utilisés par les enfants? Alors, c'est une très très bonne question. Alors, il y a plusieurs éléments. Il y a plusieurs éléments que les parents peuvent utiliser. Parce que déjà, comme je l'ai dit, la cybersécurité, c'est 3 éléments. Il y a l'être humain, il y a les technologies, il y a les processus. Il faut que les 3 soient mis en place. L'être humain doit être formé et sensibilisé. À la fois les parents, à la fois les élèves, à la fois les enseignants. La technologie, là maintenant je vais vous parler maintenant de la technologie, puisque ce sont les ordinateurs, les tablettes, les téléphones, même la télé connectée que les enfants utilisent. Alors qu'est-ce que les parents doivent faire? Vous prenez par exemple votre ordinateur portable, votre enfant a besoin de faire des exercices. Il est très important que vous puissiez créer un compte spécial pour lui à part. Donc que l'enfant n'ait pas accès à votre session. D'accord? Sur une machine, vous pouvez créer plusieurs sessions. Il y a une session pour vous et une session pour l'enfant. Votre session doit avoir un profil administrateur. Alors quand je dis profil administrateur, c'est qu'avec ce profil, vous pouvez installer des applications, vous pouvez désinstaller des applications, vous pouvez faire des modifications sur la machine. Alors qu'avec le profil que vous allez créer à l'enfant, ça doit être un profil simple. On l'appelle profil standard. D'accord? Dans ce profil-là, l'enfant n'aura pas la possibilité d'installer lui-même des applications. S'il a envie d'installer des applications, il vous appelle. Et c'est vous qui venez mettre le code avant qu'il ne puisse installer l'application. Ça rejoint également l'application Google Family Link dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, donc, avoir des sessions sur l'ordinateur portable, avoir des sessions différentes. Une session pour vous, une session pour l'enfant. Alors, un autre élément, parce que pour avoir... Et ça, c'est quand on offre un portable à un enfant qu'il faut prendre le temps d'installer la protection. Alors là, je parlais tout à l'heure de l'ordinateur portable. Maintenant, dans le cas des téléphones portables, oui, il faut prendre le soin d'activer le contrôle parental sur le téléphone. Il faut prendre soin, alors je vais aller comme ça directement, il faut d'abord que le mot de passe ou bien le PIN, vous mettez un PIN d'abord, il faut que le téléphone soit protégé. Parce que l'enfant peut laisser le téléphone et un de ses camarades peut le prendre, le fouiller, envoyer des messages, faire ce qu'il veut. Donc, le téléphone doit être sécurisé par un code, soit un code PIN, ou soit par un schéma qui permet de le verrouiller, ou soit par un mot de passe. Et comme on le dit toujours, le mot de passe, c'est comme une brosse à dents, on ne partage pas sa brosse à dents avec qui que ce soit. Donc le mot de passe est personnel. Alors il y a plein d'éléments sur le mot de passe qu'on va dire, mais définissez bien le mot de passe, qu'il ne soit pas partagé, qu'il est au minimum, alors quand je le dis, les gens crient 12 caractères. Voilà, pour les enfants ça peut être trop, on peut le réduire à 8, voilà, pour les aider. Mais d'abord, il faut avoir un mot de passe fort. Ça, c'est le premier élément. 2, installer les applications qui permettent de gérer le contrôle parental, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. 3, il faut que les applications soient à jour. Parce qu'une application qui n'est pas à jour peut présenter des failles. Et quand une application présente des failles, le cyberattaquant peut utiliser ces failles-là pour s'introduire sur le téléphone. Après, en dehors du mot de passe, il y a ce qu'on appelle l'authentification à 2 facteurs. Ça fait un petit peu technique, mais aujourd'hui, sur tous les réseaux sociaux, il y a ce qu'on appelle l'authentification à 2 facteurs. Alors, c'est quoi l'authentification justement à 2 facteurs? C'est un second élément qui vient confirmer que c'est réellement vous. Vous savez très bien ce que c'est. Ça peut être un SMS qu'on envoie pour confirmer que c'est vous. Je sais pas si... Alors, pour ceux qui... je donne un exemple de plateforme. Pour ceux qui, une fois, se sont inscrits sur voyage.gouv.tg, ceux qui veulent voyager, généralement, quand vous mettez votre adresse email, vous mettez votre mot de passe, on vous envoie un code, soit par SMS ou soit par email. C'est ça ce qu'on appelle l'authentification à 2 facteurs. De sorte que, même si quelqu'un arrive à deviner votre mot de passe, il faudrait qu'il le confirme avec le code
qu'on vous envoie. Exactement. Or, c'est vous qui avez le code. C'est vous seul qui avez le téléphone avec le code. Voilà. Et aussi, faire très attention aux liens sur lesquels on clique. Alors, c'est un élément très important. Des fois, vous recevez des messages comme quoi c'est la fête de l'indépendance du Togo. Eh bien, vous cliquez sur ce lien pour gagner 10 gigas de data. Voilà l'auto, pour gagner un iPhone, etc. C'est du faux et du faux. Donc, à ne jamais cliquer. Voilà quelques éléments simples, bien sûr, ajoutés à Google Family Link, dont je viens de parler tout à l'heure. Alors, Monsieur Malik, la cybersécurité semble souvent technique. Comment l'ANSSI la rend-elle accessible aux familles et aux écoles? Alors, ça passe par la sensibilisation. Et c'est ce que nous savons bien faire. Et nous passons notre temps à sensibiliser. Nous sommes là encore ce soir à Métropolis cet après-midi. Voilà, voilà pour sensibiliser. Voilà, c'est l'élément vraiment le plus important que nous utilisons. Et après ça, l'ANSSI on a également aussi des vidéos animées qui sensibilisent sur la cybersécurité, qu'on a très récemment longtemps publié que la TVT a fait passer à plusieurs reprises. En dehors de ça aussi, nous animons aussi des émissions sur la TVT. Donc, par exemple, l'émission Espace Digit, dans la partie cyberalerte, chaque 2 semaines, nous parlons de la cybersécurité, nous donnons des conseils. Donc, c'est des éléments également aussi que les parents peuvent regarder pour améliorer la culture de cybersécurité. Selon vous, comment une école peut-elle jouer un rôle actif dans la prévention de ces arnaques en lien avec les actions de l'ANSSI? Eh bien, ce que les écoles peuvent faire. Alors, tout à l'heure, mon collègue Léon l'a dit, nous avons une stratégie nationale de cybersécurité, une stratégie quinquennale 2024-2028, dans son axe 1, dans son pilier 1, où nous avons comme objectif de développer la culture, promouvoir la culture de la cybersécurité. Et ça passe également par l'enseignement de la cybersécurité à partir du cours primaire jusqu'en terminale. C'est un projet sur lequel nous sommes en train de travailler et très bientôt, nos enfants, nos petits frères auront la possibilité d'apprendre sur la cybersécurité dès le cours primaire. Nous allons parler maintenant des responsabilités partagées et gouvernance et ce sera avec vous, Monsieur Léon. La cybersécurité scolaire doit être envisagée comme une responsabilité partagée et une question de gouvernance. Alors, quelles mesures concrètes l'ANSSI a-t-elle mises en place pour protéger les élèves dans l'espace numérique? Merci beaucoup pour cette question. Vous savez, notre objectif à l'ANSSI, c'est prioritairement à l'endroit de ces jeunes-là, de former une génération consciente et responsable, numériquement parlant bien sûr déjà. Donc, face à ces enjeux liés au numérique-là, nous pensons que le travail doit être fait en équipe et chacun doit jouer un rôle complémentaire. Et dans ce sens-là, l'ANSSI, en tant que régulateur, quand même, tient la roulette et conduit la politique nationale en matière de cybersécurité. Et c'est dans ce sens que récemment, donc, vous aurez peut-être constaté, le gouvernement a lancé une opération rentrée scolaire sûre. Et nous, comme nous le faisions déjà de par les années passées, nous sommes encore une fois inscrits dedans. Et le gouvernement a demandé à ce que nous ayons également une tâche assez importante à jouer, qui est celle de sécuriser numériquement justement l'espace togolais. Donc, je vais le dire autrement, de sécuriser le cyberespace togolais, voilà, pour que la rentrée puisse se faire de manière très, très tranquille pour tous. Et nous avons donc élaboré une campagne nationale donc, de sensibilisation qui est destinée aux élèves, aux parents et de même qu'aux enseignants. Donc, et cette campagne-là s'est traduite principalement en l'élaboration des affiches de sensibilisation, donc je l'évoquais tantôt, en l'élaboration également des guides pratiques à l'endroit de chaque cible désignée. Les cibles, comme je le disais, ce sont les parents, les élèves, les enseignants et les responsables d'établissement. Donc, ces outils-là, ou ces outils informationnels de sensibilisation sont diffusés non seulement sur nos canaux digitaux, mais également nous essayons de les disséminer un peu partout sur les plateformes, dans les groupes WhatsApp et également dans les établissements, afin que les établissements, elles, puissent être le relais auprès
donc des parents d'élèves et auprès des élèves qu'elles encadrent. Et l'objectif, c'est de développer, je dirais même, ce que nous avons fait, c'est de développer un mécanisme national qui permet à chaque composante de cette cible-là d'avoir accès à l'information de manière assez facile et surtout l'information vraie. Et cela passe surtout par le signalement donc de tous les cas liés, de tous les incidents liés au cyberharcèlement et à la cybersécurité, à la cybercriminalité plutôt, j'allais dire. Donc, ce sont ces mesures-là que nous avons mises en place actuellement parce que nous poursuivons cet objectif-là qui est justement d'informer et d'accompagner tous ces acteurs que j'ai évoqués, surtout les élèves, pour que l'utilisation du numérique soit la plus saine possible et que les parents et les enseignants soient en réalité ce que nous allons appeler les premiers antivirus donc, des enfants. Existe-t-il, selon l'ANSSI, une charte ou un cadre réglementaire national sur l'usage des réseaux sociaux et téléphones en milieu scolaire? Une charte, pas vraiment. Mais je dirais que cela est également une recommandation que nous formulons à l'endroit des établissements qui doivent pouvoir avoir des politiques internes, qui doivent avoir des chartes internes qui permettent à toute la communauté, donc quand je dis communauté, c'est les enseignants, ce sont les élèves, ce sont les responsables, donc de respecter ce qui est inscrit ou ce qui est écrit sur cette charte-là. Qu'on dise par exemple, quand on dit... Alors disons règlement intérieur. Une sorte de règlement intérieur numérique. D'accord. Voilà. Donc de telle sorte que quand on dit qu'à partir de 7 heures, il n'y a plus de téléphone en salle, que tout le monde respecte cela. Quand on dit que lorsqu'on est à la bibliothèque numérique, c'est pour faire des recherches liées à peut-être des thématiques pour les exposer et tout, qu'on ne fasse pas autre chose que ce qui nous est demandé. Et cela, c'est tellement important parce que, vous savez, la cybercriminalité, elle n'a pas de frontières. Et elle passe d'un individu à un autre, d'une frontière à une autre, donc d'un pays à un autre. Et nous avons toujours sur nous l'idée que plus nous sensibilisons, plus nous formons l'humain à être le premier rempart, moins nous serons exposés aux cybercriminels. Alors comment l'ANSSI envisage-t-elle d'impliquer davantage les parents dans la coproduction de la cybersécurité à l'école? Vous savez, les parents sont, comme je le disais plus haut, les garants de la cybersécurité à la maison. Et la cybersécurité, nous l'avons dit aussi, commence à la maison. Il faut régulièrement que les parents sensibilisent eux-mêmes déjà leurs enfants, qu'ils discutent avec les enfants. Il ne s'agit pas seulement d'interdire, mais d'expliquer à l'enfant pourquoi est-ce que ne pas aller sur un site, par exemple pour adultes, est bénéfique pour lui-même d'abord. C'est d'abord comme ça que nous impliquons les parents dans la coproduction de la cybersécurité. Et il faut que les parents aient, comme Malik l'avait dit, à leur disposition les outils de contrôle parental. Tels que par exemple, parce que c'est pas parce que l'enfant pleure, l'enfant crie tout le temps, que vous allez le laisser aller sur YouTube et regarder toutes les vidéos qui se présentent à lui. Est-ce que vous savez qu'actuellement, ce phénomène-là prend de l'ampleur quand un enfant pleure trop du temps le smartphone? Oui, effectivement, ça prend de l'ampleur, mais cela peut être une sorte de fuite du parent qui le fait. Parce que, vous savez, je parle tellement de cybersécurité, voilà. Je voulais parler des psychologues. Les psychologues ont démontré largement que l'enfant qui réclame quelque chose, que vous ne donnez pas, et qui se met à pleurer, et après vous cédez, cet enfant croit qu'il a droit à tout, et qu'on ne peut plus rien lui refuser. Et plus vous le faites, plus l'enfant vous exigera encore davantage. Et vous, le parent, vous allez vous retrouver finalement démuni, vous n'aurez plus aucune autorité. Et c'est toujours important, quand ce n'est pas bien, d'expliquer à l'enfant, de refuser, et de lui expliquer ensuite pourquoi est-ce que ce n'est pas bien qu'il le fasse. Le smartphone, normalement, il doit être aussi réglementé. Voilà. C'est votre enfant de 10 ans, personnellement, je ne comprends pas pourquoi vous lui remettrez un smartphone. Qu'est-ce qu'il fera avec? Quand il a 10 ans, peut-être il est au CM1 ou au CM2, qu'est-ce qu'il va faire avec? Il ne va faire que peut-être scroller sur YouTube, regarder des vidéos, peut-être qui ne sont même pas de son âge. Parfois, les raisons évoquées, c'est être en contact tout le temps avec l'enfant. Le contact, il doit être plutôt physique, naturel, il doit être humain.
le contact, il ne doit pas être numérique. Parce que si nous le faisons, qu'est-ce qui va se passer? Nos enfants risquent de s'isoler. Ils vont quitter le monde réel. Ils n'auront plus d'amis. Ils n'auront plus d'amis à l'école. Ils auront des amis sur les réseaux sociaux. Ils auront des amis dans leur téléphone. Ce qui est très dangereux parce que de plus en plus, ça sera difficile de contrôler avec qui l'enfant interagit et pourquoi. D'après votre expertise, nos écoles disposent-elles aujourd'hui des moyens humains et financiers pour faire face à ces nouveaux défis numériques? Je dirais qu'il serait prétentieux pour moi de dire que les écoles disposent de moyens ou non, parce que je ne suis pas dans les établissements, je ne sais pas exactement comment ça se passe. Puisque vous travaillez avec eux. Mais nous travaillons avec eux, et nous leur apportons ce que nous pensons être nécessaire pour qu'eux puissent bien faire le travail dans la complémentarité que nous évoquons, donc ainsi, parents, enfants, établissements scolaires. Donc, en termes d'outils pédagogiques, nous les élaborons de manière à ce que ce soit adapté à chaque niveau scolaire et nous mettons cela à leur disposition. C'est ce que nous avons fait avec les enseignements primaires, secondaires. Et nous allons donc mettre ça à leur disposition de telle sorte qu'eux ils puissent l'utiliser pour le disséminer, pour disséminer les messages qui sont dedans. Par contre, je peux dire quand même que les moyens, quoi qu'on dise, restent insuffisants. Et il faut toujours redoubler d'efforts parce que les ressources humaines spécialisées sont largement insuffisantes. Même en termes de cybersécurité, il y a tellement de métiers dans le domaine de la cybersécurité qu'on peine parfois à trouver des compétences pour les occuper. Même ici au Togo, c'est plein. Alors, comment renforcer la cybersécurité scolaire quand vous êtes en collaboration avec les écoles, établissements et autres? Je dirais déjà que Internet est une chance. Une chance pour apprendre. Mais si on circule sur Internet de n'importe quelle manière, il va sans dire qu'on circule en insécurité totale. Voilà pourquoi l'ANSSI multiplie ses efforts-là pour sécuriser cet immense boulevard. En faisant quoi? D'abord avec les écoles, en faisant régulièrement des ateliers de formation, en faisant des ateliers de sensibilisation à l'endroit de cette cible-là. Et ces formations-là nous permettent de leur montrer, d'abord eux, en tant que responsables, en tant qu'enseignants et tout, les comportements premiers qu'ils doivent avoir. Parce que, vous savez, les parents comme les enseignants sont des exemples, sont des modèles pour les enfants. Ouais. Ce que le parent fait à la maison, l'enfant le répète, il le duplique. Ce que l'enseignant fait ou dit à l'école, c'est ce que l'enfant répète, c'est ce que l'enfant duplique. Donc, nous pensons que déjà, eux, ils doivent avoir les bons comportements pour que les enfants soient obligés de copier ces bons comportements-là qui sont des exemples, des modèles pour eux. Et nous associons également les associations d'élèves ou de parents d'élèves. Pourquoi? Parce que nous pensons que ce sont des partenariats qui peuvent nous permettre d'accompagner les victimes du cyberharcèlement, par exemple, et de renforcer la prévention. Et avec les autorités publiques, ce que nous faisons, c'est dans nos missions régaliennes de conseil, d'accompagnement dans l'élaboration justement des plans nationaux et des programmes de cybersécurité, des politiques. Et nous suggérons également à l'autorité ce que nous pensons qu'il serait bien de faire pour améliorer la cybersécurité dans notre pays. Vous savez, notre approche repose essentiellement sur le collaboratif. Et nous l'avons dit dès le début, nous sommes dans une coproduction de la cybersécurité dans notre pays et aucun acteur ne peut agir seul face à ces menaces-là. Parmi les grands défis numériques d'aujourd'hui figure l'intelligence artificielle. Monsieur Géraldo Malik, pour l'ANSSI, l'IA est-elle une opportunité ou une menace pour l'éducation des jeunes? Alors, merci madame pour la question. Alors, l'intelligence artificielle, c'est un outil formidable, mais qui se révèle un petit peu comme un couteau à double tranchant, avec des avantages, mais également aussi avec, on va dire, des côtés pas très avantageux. Voilà, ça dépend de comment on l'utilise. Un petit peu comme un couteau.
On peut l'utiliser pour la cuisine, également on peut l'utiliser aussi pour commettre des infractions. Et donc c'est une opportunité. Aujourd'hui, si vous êtes un professionnel, là, on laisse tomber même les étudiants, vous êtes un professionnel et que vous n'utilisez pas les outils d'intelligence artificielle, vous accuserez un petit peu de retard. Parce qu'avec ces outils, on va beaucoup plus vite, voilà, et plus loin. Et ça nous permet d'avancer, voilà, plus vite. Voilà. Et comme je l'ai dit, il y a aussi des menaces qui sont liées à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Alors, quels usages positifs de l'IA peuvent être encouragés en milieu scolaire? D'accord. Alors, en milieu scolaire, comme pour les adultes également, parce que beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est que l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle peut aider les enfants. Donc, c'est un outil d'aide aux devoirs. Les enfants peuvent utiliser l'intelligence artificielle pour les aider à faire des devoirs. Okay. L'IA peut les assister à faire des devoirs, à faire de recherches également aussi. L'intelligence artificielle également peut simuler leur créativité. D'accord, ça peut les aider. Vous avez peut-être un projet scientifique que vous mettez à la disposition des enfants. Les enfants peuvent interroger l'intelligence artificielle pour qu'il leur donne des éléments. Okay. Et ça renforce également aussi des compétences numériques. Ça aide également à la programmation, à la pensée critique, à l'éthique numérique. Alors, l'IA a des outils qui permettent aux étudiants ou bien aux enfants d'améliorer leur productivité dans le cadre scolaire. Alors, quels sont les risques? Plagiat, dépendance, fausses informations, et comment l'ANSSI compte-t-elle agir pour prévenir et limiter ces dérives? Voilà. Alors, comme je l'ai dit, il y a plusieurs risques qui sont liés justement à l'usage de l'intelligence artificielle. Alors, le premier que nous observons et que nous voyons tout le temps, c'est ce qu'on appelle les deepfakes. Alors, une deepfake, c'est quoi? C'est utiliser l'intelligence artificielle pour modifier des vidéos, pour modifier des photos, faisant dire quelque chose à quelqu'un qui ne l'a pas dit. Vous avez sûrement vu des images sur TikTok de la colombe de la paix en train de voler. La colombe de la paix a quitté sa place pour voler. Ah, c'est l'intelligence artificielle qui permet de le faire. Alors, ce qui est très dangereux, c'est que justement, on va utiliser cette intelligence artificielle pour copier la voix des gens et leur faire dire des choses qu'ils n'ont pas dit. C'est ça le réel danger. Et surtout avec leur voix. Et surtout avec leur voix. Voilà. Vous allez voir une vidéo de la personne en train de dire des choses, mais que cette personne n'a en réalité pas dit. La personne n'a pas dit. Voilà le véritable enjeu du siècle. Et vous allez voir très souvent sur TikTok, quand vous voyez des images qui circulent, les gens mettent IA, intelligence artificielle, pour dire que c'est l'intelligence artificielle. Voilà. Donc ça, c'est le premier, le grand risque actuellement. Alors, également pour les élèves, nous avons le plagiat et la tricherie. Parce que lorsqu'on donne des devoirs, pas seulement au cours primaire, même à l'université, quand on donne des devoirs aux étudiants ou aux élèves, ils ne prennent plus la peine de réfléchir. Directement, ils vont interroger les outils d'intelligence artificielle, comme par exemple le ChatGPT qui est très connu. Alors, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont copier la question qui leur est posée, le devoir qu'on leur a donné, ils vont le coller sur ChatGPT. ChatGPT, il est très gentil, vous pouvez même prendre une photo de l'exercice. Si l'exercice est sur papier, vous prenez une photo de l'exercice sur le papier et vous l'interrogez et il va vous donner complètement la réponse. Alors, ça, c'est de la tricherie parce que après, les enfants ne réfléchissent plus. Mais ça, c'est un autre élément. Pour déceler rapidement. Oui, il y a des outils pour déceler. Alors, ça, ça rentre dans le cadre de la dépendance cognitive où les enfants ne veulent plus faire des efforts. Ils comptent tout sur l'intelligence artificielle. Sauf que l'intelligence artificielle, bien les outils, pas l'intelligence artificielle, les outils d'intelligence artificielle, des fois, il ne sait pas dire non. Quand vous lui posez une question, même s'il n'a pas la réponse, il va essayer de vous trouver quelque chose, de vous donner une réponse. Donc déjà, ça peut induire en erreur. Ça, c'est un élément. De deux, quand vous copiez le test de ChatGPT, par exemple, et que vous collez dans un document Word, aujourd'hui, on a les outils pour savoir que vous l'avez directement copié à partir d'un outil d'intelligence artificielle. Voilà. Et puis, avec l'intelligence artificielle aussi, il y a l'exposition des données. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle, en fait, a une base de données qui est nourrie par les questions que nous lui posons. Si vous lui posez une question aujourd'hui, qui fut le premier président de la République togolaise?
Alors cette question que vous lui avez posée, ou bien voilà, vous lui donnez une information par exemple. Si quelqu'un d'autre par exemple en Chine demande la même information, parce que vous lui avez déjà soumis cette information, cette personne-là aussi pourra y avoir accès en Chine. Donc, d'où plutôt l'exposition des données. Donc, quand vous mettez vos données personnelles sur l'outil d'intelligence artificielle, si quelqu'un l'interroge vous concernant, il pourra sortir des informations sur vous. Donc, voilà un petit peu les dangers également qui sont liés à l'outil de l'intelligence artificielle. Et dans le domaine, si on sort un petit peu du cadre académique, dans le domaine professionnel, aujourd'hui, l'intelligence artificielle est utilisée pour faire des cyberattaques. Et c'est ça qui nous casse la tête aujourd'hui. En tant qu'acteur de la cybersécurité, l'intelligence artificielle est utilisée pour perfectionner aujourd'hui, pour automatiser les attaques. Alors, faut-il déjà encadrer légalement l'usage de l'IA par les élèves selon la vision de ANSSI? Oui, alors déjà en Europe, on observe cela. Il y a déjà des lois, un cadre qui réglemente l'utilisation de l'intelligence artificielle. Alors dans nos pays africains, il y a encore un petit peu du chemin par rapport au cadre légal, mais je pense bien que ça va venir. Voilà. Quelle place donner à l'éducation numérique et à l'IA dans les programmes scolaires d'après vous? Déjà, il faut que l'intelligence artificielle d'abord soit enseignée pour qu'on ne soit pas à la traîne. D'accord? Il faut d'abord qu'on explique aux enfants clairement ce que c'est que l'intelligence artificielle et qu'on dise aux enfants, montrer les biens fondés et leur montrer comment utiliser l'intelligence artificielle pour une meilleure productivité. C'est ça, améliorer la culture de l'intelligence artificielle. Voilà l'élément important qu'il faut pour que nos enfants aujourd'hui à l'école puissent avoir une bonne base. Revenons à la rentrée scolaire et à ces défis immédiats. Monsieur Léon, en ce début d'année scolaire, quelle action prioritaire l'ANSSI recommande-t-elle aux établissements pour garantir une rentrée cybersécurisée? Bon, en termes d'action ou de mesures concrètes que nous pouvons recommander aux établissements, c'est d'abord d'instaurer un certain dialogue avec les enfants. Un dialogue de confiance et de sécurisation. De sécurisation de l'espace de vie dans lequel l'enfant est quand il arrive à l'école jusqu'à son départ. Donc ça veut dire que les outils numériques que l'enfant utilise lorsqu'il est à l'école doivent bénéficier des mesures de sécurité, sinon des mesures de cybersécurité. Ça veut dire également que le dialogue que l'école va instaurer avec l'enfant ou avec les enfants doit permettre à ces enfants-là, lorsqu'ils rencontrent des problèmes sur Internet ou dans l'utilisation des outils numériques, que tout de suite leur premier réflexe soit d'aller vers leurs enseignants du moment où ils sont à l'école pour leur en parler. Et nous avons souvent recommandé que dans les établissements, il y ait un référent du numérique, un référent en matière de cybersécurité, de telle sorte que les enfants savent que peut-être le surveillant général, peut-être le directeur lui-même, ou peut-être le titulaire de telle classe ou tel monsieur est le référent de l'établissement en matière de cybersécurité. Donc chaque fois que les enfants auront des petits problèmes, même aussi anodins soit-il, en matière de cybersécurité ou dans l'utilisation des outils, des systèmes d'information, vous allez voir qu'ils vont courir vers cet enseignant-là, lui exposer, et lui, il pourra évaluer la gravité de ce qui se passe ou pas. Et nous suggérons également aux établissements d'éditer eux-mêmes des outils de communication, de sensibilisation qu'ils peuvent trouver en grande masse sur le site de l'ANSSI, www.ansi.gouv.tg. Nous avons une rubrique consacrée uniquement à la sensibilisation et aux informations liées à la cybersécurité. Donc, ils peuvent télécharger cela en fonction de ce qui leur correspond le mieux. Et nous avons également les règles nationales de cybersécurité qui figurent également sur notre site qu'on a publié, et nous les invitons à pouvoir télécharger ces règles-là et à extraire ce qui est intéressant pour eux dans leurs établissements afin que les élèves qui s'y trouvent soient le plus sécurisés possible. Alors, quel dispositif d'accompagnement spécifique existe pour les nouveaux élèves et leurs familles pour cette rentrée scolaire? Je crois que pour ce qui concerne l'ANSSI, c'est beaucoup plus de la sensibilisation que nous faisons. C'est vraiment notre cœur de métier, c'est ce que nous savons faire le plus et le mieux. Donc, nous n'avons pas lésiné sur, je dirais, nos capacités à éditer
des outils d'information. Nous l'avons dit depuis le début, la sensibilisation, l'information est vraiment le maître mot. Et si vous êtes informé, vous êtes plus à même d'éviter les pièges du numérique. Et nous avons fait cet effort-là de concevoir donc des fiches pratiques, des fiches pratiques de sensibilisation adressées à ceux-là qui viennent d'arriver, afin qu'ils puissent s'informer et être au même niveau que les autres et pouvoir éviter les pièges, les petits pièges qui peuvent survenir sur Internet. Alors, l'heure qui nous est impartie touche à sa fin. Monsieur Malik, en conclusion, quel message essentiel l'ANSSI souhaiterait-elle adresser aux élèves, aux parents et aux enseignants afin que cette année scolaire se déroule sous le signe d'une cybersécurité renforcée et partagée pour tous? Alors, les quelques mots que je veux partager avec nous sont la vigilance, la responsabilité. Que les parents ne fuient pas leurs responsabilités, que les élèves, les parents ainsi que les enseignants soient très vigilants. Parce que les menaces, il existe, il en existera toujours. Et les élèves, le mot que j'ai à l'endroit des élèves, c'est non seulement la vigilance, mais de faire très attention aux contenus qui sont publiés sur les réseaux sociaux. Monsieur Léon, pour terminer, nous aimerions recueillir un dernier mot d'encouragement et de sensibilisation à l'adresse des élèves, des parents et de toute la communauté éducative. Merci beaucoup, merci de me permettre une dernière fois de m'adresser encore à ce beau public-là. Je voudrais d'abord dire aux responsables d'établissement, aux écoles, d'afficher de manière claire les règles de cybersécurité dans les établissements. Ils peuvent le mettre sur les tableaux d'affichage de telle sorte que tout le monde puisse les lire et s'en imprégner. Ça sera un point d'avancée. De deux, je voudrais dire ou rappeler le numéro du CERT.tg, le Centre national de traitement des incidents informatiques, qui est le 70 54 93 25. Donc, toute personne, que ce soit dans les établissements ou même ailleurs, victime d'un cyberharcèlement ou d'un incident avéré de cybersécurité peut appeler ce numéro, déclarer l'incident et elle sera plutôt prise en charge. En ce qui concerne finalement la rentrée scolaire, je voudrais juste dire que pour la rentrée scolaire cybersécurisée, c'est une affaire de tous, parents, enseignants, élèves et l'institution. Et c'est ensemble que nous pouvons protéger nos enfants. C'est ensemble que nous pouvons leur permettre de profiter du numérique en toute confiance. La cybersécurité scolaire, ce n'est malheureusement pas une option, mais c'est une responsabilité collective. Et c'est ensemble que nous pouvons construire un espace numérique plus sûr pour nos enfants dans les établissements scolaires. Alors, profiter du numérique en toute confiance, et c'est le travail de ANSSI. Voilà qui nous amène au terme de cette émission consacrée à la rentrée scolaire cybersécurisée. Nous retiendrons que la cybersécurité n'est pas seulement une affaire de technique, mais avant tout une question d'éducation, de vigilance et de solidarité entre parents, enseignants, élèves et institutions. Comme le disait Nelson Mandela, je cite, « L'éducation est l'arme de la plus puissante pour changer le monde. » Et en ajoutant la cybersécurité, nous donnons aux jeunes les moyens de s'épanouir, de construire un avenir numérique plus sûr. Chers auditeurs, merci pour votre fidélité. Merci à vous, chers invités, pour vos éclairages. Merci à Alès Akpalou pour sa collaboration technique. Mesdames, Messieurs, à très bientôt. Le regard. Suivez le regard sur l'actualité, le développement et la culture tous les mardis et jeudis à partir de 14h30 sur Métropolis, la 97.1 FM. Une émission qui vous est présentée par Noélie Assogbavi. Le regard.
Le regard, suivez le regard sur l'actualité, le développement et la culture sur Métropolis, la 97.1 FM. Une émission qui vous est présentée par Noélie Assogbavi.